Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Florian Philippot, président des Patriotes et député européen. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Né en 1981, fils et petit-fils d'instituteurs, vous êtes passé par HEC, l'ENA, tout en entamant une très précoce carrière politique. D'abord proche de Jean-Pierre Chevènement, vous avez ensuite en 2009 rejoint Marine Le Pen, dont vous êtes devenu le conseiller stratégique, omniprésent bras droit, jusqu'à la défaite de l'élection présidentielle. Alors face aux critiques qui vous accusent d'avoir effrayé les électeurs avec la sortie de l'euro, vous décidez alors de quitter le Front National. Le 18 février, à Arras, vous lancez Les Patriotes, un parti pour porter un projet 100% souverainiste et colbertiste. Vous venez d'annoncer la publication prochaine d'un livre, Frexit, un Brexit français donc, qui lancera votre campagne pour les européennes de 2019. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu de La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau de RCF. Bonjour à tous. Florian Philippot, vous avez récemment déclaré les extrêmes sont des impasses. Alors, où êtes-vous, où vous situez-vous aujourd'hui ? Oui, je pense que le patriotisme français est majoritaire. Moi, je suis persuadé que depuis longtemps, il y a une majorité de Français qui, de tous horizons politiques, de traditions politiques, aiment profondément leur pays, la France, la voudraient... ont peut-être d'ailleurs pour certains une idée un peu nostalgique, mais je pense que de la nostalgie, on peut faire quelque chose d'intéressant pour l'avenir. La souhaite juste, la souhaite grande, la souhaite libre. Donc voilà. Pas d'extrême droite. Non, mais voilà, et si vous voulez, or, aujourd'hui, dans le paysage politique français, c'est pour cela que nous avons créé les Patriotes. Nous nous sommes dit, mais qui porte véritablement cette idée d'un patriotisme français parfaitement républicain, parfaitement rassembleur, moderne. On est en 2018, on n'est pas en 1960, encore moins avant, et qui puisse embrasser donc tous les sujets du XXIe siècle. Parce que je pense que le patriotisme est une bonne clé pour beaucoup des grands sujets modernes qui vont être les défis du XXIe siècle pour la France et les Français. Voilà. Et donc nous avons créé les Patriotes comme un point de ralliement. Et oui, les extrêmes, par définition, les extrêmes ne peuvent pas réunir plus de 50% des voix. Alors, moi, j'accable pas, si vous voulez, parce que je vois la question après, vous m'avez présenté, effectivement, j'ai passé quelques années auprès de Marine Le Pen et du Front National. Vous allez me dire, assez logiquement, donc vous assumiez d'être dans un parti extrémiste ou en position extrémiste. Moi, je n'étais pas venu du tout pour cela. Moi, j'étais venu, j'ai toujours été gaulliste, j'étais venu pour essayer justement d'ouvrir le mouvement, le moderniser, changer son ADN profond. Et je crois qu'on y a pas mal réussi. Et puis, je ne vais pas développer ici, j'en reparle d'ailleurs dans mon livre que vous avez eu la gentillesse de présenter, j'en reparle au début de mon livre n'est pas sur cela, mais j'en parle au début, et puis ça a déraillé, voilà. Ça a déraillé après le débat et après l'échec du second tour. On va revenir sur ce déraillement et sur la suite. Une première question de Laurent de Boissieu de La Croix. Vous venez d'expliquer que vous avez créé le parti Les Patriotes en partant du postulat que les Français, plus de 50% des Français sont patriotes. Alors, deux questions. Est-ce qu'on peut être patriote sans être pour le Frexit, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pensez que 50% des Français, la majorité des Français, sont pour le Frexit ? Pour le savoir, il faudra un jour leur demander. Voilà. Alors, le mieux est de leur demander par référendum. Nous, les Patriotes, nous disons clairement les choses. On fera le Frexit. Donc, si nous arrivons un jour aux responsabilités, nous ne ferons pas de référendum. Nous le ferons. Parce que les gens auront voté en toute connaissance de cause. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas au pouvoir. Macron tient les rênes, il a le pouvoir constitutionnel de faire des référendums, et donc nous lui demandons ce référendum. C'est la seule manière de savoir. On ne peut pas savoir à travers les sondages. Oui, aujourd'hui, c'est minoritaire dans les sondages. Ça, c'est une certitude. Mais la Constitution européenne était majoritaire dans les sondages 3 mois avant le vote. Donc, et très majoritaire d'ailleurs, puisqu'en 2005, les gens devaient voter oui à 65-70%. 3 mois avant, puis finalement ils ont voté non. Donc la seule façon de le savoir, c'est qu'il y a un débat démocratique. Et est-ce qu'on peut être patriote et contre le Frexit ? Oui, bien sûr, on peut être patriote et contre le Frexit. Mais moi, je veux démontrer que, en termes d'efficacité, de cohérence politique, seule l'indépendance nationale, qui passe par la sortie de la France de l'Union européenne, le fameux Frexit, permet d'atteindre cette politique patriote. Voilà. On peut vouloir plein de choses pour son pays, mais ne pas s'en donner les moyens. Nous, on veut pouvoir s'en donner les moyens.
Une question de Romain Masneau, RCF. Qui sont vos alliés dans cette alliance souverainiste que vous voulez bâtir? Alors, vous tendez la main à Henri Guénaud, qui est un gaulliste social, donc là, on peut comprendre. Vous parlez aussi d'Emmanuel Todd, qui a quand même qualifié le rassemblement du 11 janvier 2015 de manifestation raciste et anti-islam. Il l'avait dit clairement. Est-ce que ça a vraiment un sens, ce rassemblement-là? Alors, je vais vous répondre. D'abord, les Patriotes, vous l'avez rappelé, on est tout jeune. On est le plus jeune mouvement politique de France. Donc, avant de penser à... Il faut mettre les choses dans l'ordre, si vous voulez. Avant de penser à alliance, il faut déjà penser à nous-mêmes. Sans égoïsme, mais on doit d'abord se concentrer sur nos propres forces, notre propre constitution, notre ancrage dans les territoires. Et c'est ce que nous faisons. On a beaucoup fait en quelques mois déjà. Le congrès de lancement, la charte, la structuration sur les territoires, pas mal d'élus qui sont venus, parlementaires et locaux. Bon, donc on travaille. Mais c'est vrai qu'en même temps, les Européennes arrivent. Et j'ai dit, sans mauvais jeu de mots sur votre antenne, mais j'ai dit je prends mon bâton de pèlerin pour aller voir. Après, on voudra me voir ou on ne voudra pas. Je ne veux pas me formaliser. Si on ne veut pas me voir, on ne voudra pas me voir. Tant pis, je regretterai. Mais moi, je pars sans a priori. Je vais essayer d'aller voir des gens dont je sens qu'ils sont sincères et authentiques, avec lesquels je ne serai pas d'accord sur tout. Je pense qu'il n'y a aucun autre responsable politique ou intellectuel avec lequel je suis à 100% d'accord, ce qui est assez logique. On n'est pas dans une société de clones. Heureusement, on est dans le débat. Et par exemple, Todd n'est pas dans le champ politique, il est dans le champ intellectuel. C'est un démographe d'origine. Alors, on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord sur Charlie. Je pense que son livre est un petit peu plus, si je peux me permettre, un petit peu plus subtil que le résumé que vous en avez fait. Mais au moins, je crois que sur la conscience qu'il a des drames de l'euro, il parle beaucoup de l'euro en ce moment, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Il explique que cette monnaie, c'est plus qu'une monnaie. Ça induit une politique, je reprends ces termes, il dit ça a bousillé une génération. Et ça explique bien, je crois qu'il a de bons mots pour expliquer que ce n'est pas qu'un problème monétaire, une monnaie. C'est un problème fondamentalement politique. C'est un problème de liberté politique. C'est un problème de démocratie. Et ça m'intéresse. Voilà. Et je pense qu'il faut aller voir, avec ce bâton de pèlerin, il faut aller voir des gens dans le champ politique, mais il faut aussi aller voir des gens dans le champ des penseurs, dans le champ de la société civile. J'aime pas trop ce terme de société civile, il veut rien dire. Et en même temps, c'est la seule façon de désigner les gens qui ne sont pas spécifiquement dans le champ électoral ou le champ politique. C'est pour ça que je l'utilise quand même. Voilà. Donc il faut... Voilà. Et je vais, pendant les semaines et les mois qui viennent, faire cela. J'ai déjà pris quelques contacts avec les uns et les autres. J'espère qu'on pourra les concrétiser rapidement. Pour l'instant, les Patriotes, c'est vous-même trois députés français et européens. Et par ailleurs, il y a des intellectuels quand même qui vous rejoignent. Il y a 6 000 militants, je crois, 6 000 adhérents, vous dites. Voilà, on est 4, 3 au Parlement européen et un député national, José Évrard. On a quelques dizaines, on a 35 conseillers régionaux, on a une centaine de conseillers municipaux, des conseillers départementaux. Voilà, bon, aujourd'hui, en termes électoraux, c'est cela, mais c'est vrai qu'un mouvement politique, c'est beaucoup plus simplement que des élus. Oui, on a été heureux de voir des compétences arriver assez vite dès qu'on a constitué le mouvement. Philippe Murer sur le domaine de l'écologie, de l'économie, qui a co-signé pas mal de choses avec Jacques Sapir. On a vu Alain Vélo qui connaît bien l'école, qui avait créé une structure, Racine, qui se poursuit, qui nous éclaire bien sur ces questions-là. Voilà. Donc on a l'ambition d'être ouvert et surtout sans exclusive. Voilà. Ni à gauche, ni à droite, mais plutôt le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. D'essayer d'être très pragmatique. Une question de Laurent de Boissieu, La Croix. Alors, il existe déjà un mouvement qui prône le Frexit. Ce mouvement fait 1-2% des suffrages exprimés, c'est l'UPR de François Asselineau. Pourquoi feriez-vous plus que lui ? Mais je suis heureux qu'il y ait d'autres mouvements. Vous savez, il y a tellement de mouvements européistes qu'il y en ait au moins 2 qui défendent clairement l'indépendance nationale et la sortie de la France de l'Union européenne. C'est plutôt bien. On ne sera pas d'accord sur tout le reste, je pense. On n'a pas forcément les mêmes méthodes. Nous, on a une charte complète, un projet complet. Je pense qu'il se réfère davantage au référendum sur les autres sujets. Moi, je pense qu'il faut trancher. Il faut avoir un projet de société. Le Frexit n'est qu'un moyen pour tout le reste. Pourquoi on ferait mieux ? J'espère que lui va progresser aussi et que tous ensemble, on pourra progresser. Parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus que 1 ou 2% de Français qui sont pour le Frexit. Voilà. Une question de Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Mais vous ne l'avez pas intégré dans une logique d'alliance ? Si, je l'ai cité, bien sûr. Oui. J'ai cité son nom comme potentiel partenaire ou personne avec qui on doit dialoguer. Et la réponse ?
Pour l'instant, nous en sommes au stade de début, de prise de contact avec les uns ou les autres, donc je ne vais pas dévoiler les choses pour le moment. Mais bien sûr, je l'ai cité, je pense qu'il faut être unis, je pense qu'il faut être rassemblés, ou au moins se parler, au moins dialoguer, ce qui est déjà pas mal, et savoir dans quel sens on doit tirer. On doit tirer contre ceux qui sont vraiment responsables de la politique actuelle. Mais les européennes 2019, ça va être un grand ménage pour y voir un peu plus clair dans tout ce champ politique. Il y a aussi Debout la France de Dupont-Aignan. Il y a donc le Front National toujours de Marine Le Pen. Comment vous voyez les choses? Quelle alliance possible? Oui, je pense que ça va être un moment où ça va se décanter. Vous savez, l'élection de Macron a quand même bousculé le paysage, sa fameuse recomposition. Et ça va vraiment, là, à mon avis, se décanter. Je crois que les européennes, contrairement à pas mal d'autres élections, ne vont pas se faire sur 50 nuances de souverainisme, si vous voulez. Parce qu'il y a eu l'événement historique d'un vote populaire pour la sortie de l'Union européenne, c'est le fameux Brexit, le référendum de juin 2016, qui va être totalement appliqué en mars 2019. Donc, c'est-à-dire pendant la campagne des européennes. Ça change tout. On voit que le débat aujourd'hui, on nous a fait croire pendant longtemps que le débat c'était sur une autre Europe, on va changer l'Union européenne de l'intérieur, tout cela est faux, tout cela, ça apparaît de plus en plus comme ce que c'est-à-dire un mensonge ou un leurre. On a pu le croire même de bonne foi, mais on voit que ça n'est pas réformable. C'est une structure fondamentalement qui va toujours dans le même sens depuis 40 ans et jamais dans un sens plus souverainiste. Il n'y a pas un seul exemple historique de réforme souverainiste de l'Union européenne. Ça n'existe pas. Donc le choix il va être clair entre y rester avec tout ce que ça représente ou en partir. Et avoir des relations très amicales et très fructueuses, je vous l'annonce tout de suite, avec nos voisins. On n'est pas là pour s'isoler, au contraire. On va se réouvrir au monde. On veut sortir de l'Union européenne pour rentrer dans le monde. Et se souvenir notamment que la France est un pays mondial, qui a des intérêts mondiaux, qui a des territoires dans le monde, qui a une langue mondiale, et qui ne doit pas s'enfermer dans un continent plutôt vieillissant et qui, à mon avis, n'incarne pas forcément un avenir extraordinaire. Voilà ce que nous allons dire. Dupont-Aignan n'est pas sur cette ligne. Dupont-Aignan, il a dit il y a 2-3 semaines, le Frexit, c'est une aberration. Vous voyez, on est vraiment très très loin. Il a vraiment beaucoup évolué. Il s'est rapproché beaucoup de Marine Le Pen. On a un peu inversé nos rôles. Il est presque devenu son vice-président. Non, moi je pense qu'il faut faire autrement. Il est dans la stratégie d'union des droites et des extrêmes droites. On la voit en Autriche, ça ne sert à rien. Ils sont au pouvoir, rien ne change, y compris en matière d'immigration. Juncker y est allé, il s'en est réjoui, il a dit c'est formidable. C'est normal, ils sont soumis à l'Union européenne, donc rien ne peut fondamentalement changer. Je pense que la solution, ce n'est pas d'opposer à Macron une union des droites et des extrêmes droites ou une union des gauches et des extrêmes gauches. C'est forcément se mettre dans un corner. Une question de Romain Masneau, RCF. On dit beaucoup d'Emmanuel Macron qu'il court-circuite les contre-pouvoirs, Parlement, collectivités territoriales ou les corps intermédiaires, syndicats, médias. Est-ce qu'on touche déjà aux limites du pouvoir jupitérien ou est-ce que c'est un mode de gouvernance finalement assez gaulien, personnalisé, centré autour de l'Élysée? Non, il est en apparence fort, en réalité très faible. Je prends un exemple, c'est la démocratie sociale, tous les mouvements qu'on connaît en ce moment. Je pense qu'il y a un point de blocage énorme, c'est qu'auparavant, pendant des décennies, vous aviez d'un côté les syndicats qui pouvaient organiser des mouvements et puis tout ce qui s'agrégeait autour. De l'autre côté, vous aviez un gouvernement et on pouvait discuter. Il y avait un jeu, il y avait un rapport de force, il y avait des marges de négociation. Mais vous aviez en face un gouvernement décisionnaire. Aujourd'hui, vous avez les syndicats, affaiblis, mais ils sont toujours là, le mouvement social. Et en face, vous avez toujours un gouvernement, mais un gouvernement alors, avec des allures plus ou moins fortes. On a plus ou moins l'hyper-président, plus ou moins de la com. Mais en réalité, ce gouvernement, il n'est plus décisionnaire. Dans les faits, il n'est plus décisionnaire, il est simplement exécutant. C'est pour ça que ça bloque. Aujourd'hui, là, sur le rail, vous avez les syndicats, le mouvement, qui contestent une réforme de libéralisation. De l'autre côté, vous avez un gouvernement qui ne fait qu'appliquer une directive européenne. Donc il n'y a pas de marge de négociation possible. Directive européenne qui a été acceptée par le gouvernement français de l'époque. Bien sûr. Ce n'est pas la Commission européenne, c'est les gouvernements Tout à fait. qui ont accepté. Je n'exonère jamais les gouvernements de leurs responsabilités. Ils accompagnent et ils acceptent. La France l'a bien accepté à un moment. Oui, notamment Hollande. Le dernier paquet ferroviaire, c'est entre 2013 et 2016. C'est en plein pendant le gouvernement, le quinquennat Hollande. C'est bien une décision aussi de la France. C'est aussi une décision de la France. Sauf qu'à un moment, les Français, au milieu de cela, ont voté directement. Ils ont plutôt dit non à tous ces textes réunis et qu'on ne les a pas écoutés. Donc,
La légalité, la légalité donc est là, Macron, la légitimité, oui. elle l'est moins. Macron jupitérien, pour vous, c'est une légende, c'est quelque chose de fabriqué pour la communication. Mais c'est-à-dire que donc ça bloque, je finis le raisonnement, ça bloque la démocratie sociale, puisque il ne peut négocier que s'il ouvre une crise en Europe. S'il dit, il va voir Juncker, il va voir Merkel, il dit, bah non, je ne transposerai pas cette directive. Vous imaginez bien qu'il ne le fera pas. Il est complètement adorateur de l'Union européenne. Donc Jupiter, bien sûr, Jupiter n'est pas capable d'interdire un herbicide en France. C'est quand même pas terrible pour Jupiter. Donc le roi est nu. Moi, je pensais que Jupiter pouvait déclencher des orages, des cyclones, des cataclysmes et tout changer. Jupiter ne peut pas interdire le Roundup en France. Il doit demander l'autorisation à la Commission de Bruxelles qui ne lui a pas donné. Jupiter ne peut pas changer la directive détachement des travailleurs. Il a fait une tournée un peu fiasco, il faut le dire, en Europe de l'Est, Pologne, Roumanie. Il est revenu bredouille. Jupiter est nu. Merci Florent Philippot. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Bonjour et retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Florian Philippot, député européen et président des Patriotes. Il est interrogé dans cette édition par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Romain Mazenot pour RCF et par Louis Dauphren pour RCF. Tout de suite, c'est Louis Dauphren qui pose une première question. Pour Radio Notre-Dame, mais c'est pas grave. Alors, vous avez dit que la démocratie sociale est bloquée. On a beaucoup parlé des Black Blocs dans la rue, les violences du 1er mai. Est-ce qu'à votre avis, la marque du quinquennat, ça va être une contestation permanente, la montée de toutes les radicalités? Est-ce qu'on va s'enliser dans ce type de scénario? C'est fort possible. C'est une politique du pire que vous prédisez? C'est fort, en tout cas je ne la souhaite pas, mais c'est fort possible parce que l'État est très affaibli. Et donc quand l'État est très affaibli, vous savez ce qui monte, hein, ce sont les marges qui veulent faire du bruit ou violentes. Quand il y a une démocratie ne fonctionne mal, n'est pas fluide, ça peut bloquer, et quand ça bloque, ça peut dégénérer. Quand les gens ont le sentiment que le mouvement social ne sert plus à rien, que se syndiquer, ça ne sert plus à rien, que faire la grève, défiler, ça ne sert plus à rien, des jeunes un peu manipulables, parce que les Black Blocs sont quand même des gens très jeunes généralement, peuvent tomber dans ces formes de radicalité violente. Donc c'est tout à fait possible, mais on voit du grand n'importe quoi. Aux frontières italiennes, on voit maintenant des militants identitaires qui rétablissent des frontières face à des militants antifa qui font passer des migrants. Enfin, et au milieu, il manque quelqu'un, il manque l'État. Parce que celui qui est censé mettre un peu d'ordre là-dedans, y compris d'ailleurs, qui serait censé contrôler nos frontières si nous en avions, si tant est qu'on ait des frontières, on n'en a pas. Voilà, c'est le grand absent. Donc quand l'État est absent, quand le roi est nu, hein, on en revient là, il peut y avoir beaucoup de désordre. Mais est-ce que vous allez profiter à votre avis de cette situation-là? Est-ce que vous comptez en profiter? Moi, je vais simplement rappeler je vais expliquer. J'essaie d'expliquer ce qui se passe sur le fond pour le corriger. Voilà. Bien sûr que ces Black Blocs, il faut les interpeller, il faut les punir sévèrement pour éviter l'effet boule de neige, parce que s'il y a un sentiment d'impunité, il y en aura de plus en plus. Il aurait certainement fallu faire beaucoup plus de choses en amont, comme le disent les syndicats de policiers eux-mêmes. Hein. Des Alliances, j'ai entendu l'UNSA Police qui disait qu'il n'y a pas eu de contrôle, il y a une grande mollesse, pour reprendre le terme d'Alliance. Bon. On se demande d'ailleurs si le gouvernement n'a pas joué avec le feu pour pourrir un peu le mouvement social. Mais ça, c'est une réponse d'ordre policière évidente, indispensable, que je martèle, que je dis. Mais ça n'est pas suffisant. C'est que sur le fond, on a une autorité de l'État extrêmement affaiblie parce que l'État n'est plus souverain, qu'il ne l'est plus en aucun domaine, y compris en matière de sécurité, puisqu'on ne contrôle pas nos frontières, ni notre politique d'immigration d'ailleurs. Question de Laurent de Boissieu, La Croix. Je reviens sur l'économie. À partir du moment où il n'y a pas de Frexit, est-ce que vous ne trouvez pas que finalement Emmanuel Macron fait la politique qu'il doit faire? C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un marché unique européen et une concurrence des systèmes sociaux et fiscaux des États, il flexibilise le marché du travail, il baisse l'impôt sur le revenu de capital, sur l'épargne. Est-ce que vous ne trouvez pas au moins que sa politique est cohérente avec ses convictions européennes? Ah si, c'est un bon élève, je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit au Parlement européen l'autre jour, j'ai dit que c'était un excellent élève et que son jury qui était en face, tous les commissaires étaient là, lui mettrait une excellente note. Donc on ne peut pas lui reprocher sa politique. Ah non, mais il mène une politique qui est conforme à sa doctrine, c'est-à-dire il mène la seule politique possible, dans la fameuse Taïna, là, il n'y a pas d'alternative, dans le contexte européen. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, une monnaie qui lui permettrait de réguler l'économie, il fait la régulation par les salaires et par les retraites.
Au lieu d'avoir une politique de patriotisme économique, eh bien, il détruit le code du travail largement pour essayer soi-disant, d'aider les entreprises. Et c'est une politique particulièrement injuste, avec quand même quelques marges. Enfin, tout n'est pas totalement contrôlé, déterminé non plus. Il y a quelques petites marges. Mais par exemple, en supprimant l'exit tax, après la suppression massive de l'ISF, après la flat tax qui déjà exonérait largement le capital, il mène une politique très injuste socialement. L'exit tax, l'exit tax, rappelons juste, c'est une taxe qui permet de taxer les personnes qui se délocalisent, en gros, qui partent à l'étranger. Oui, tout à fait. Et c'est-à-dire que, en réalité, on nous dit que ça n'est pas un rendement de l'impôt suffisant. Alors, on l'évalue à 800 millions d'euros. D'autres disent que c'est plutôt 510 millions d'euros par an. Peu importe. Entre 500 et 800, pour moi, c'est déjà beaucoup. Mais surtout, regardez le raisonnement. On nous dit 500 800 millions d'euros par an, c'est pas suffisant, il faut la supprimer. De l'autre côté, on a quand même réussi à nous expliquer qu'il fallait baisser les aides au logement, les APL de 5 euros par mois, parce qu'il fallait trouver 390 millions d'euros par an. Donc une somme inférieure à ce que rapporte l'exit tax. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans un cynisme total, là. Voilà, donc c'est toujours le premier de cordée qui est aidé. Voilà. Sherpa Macron aide massivement, lui donne des kilomètres d'avance, et derrière, ça traîne. Derrière, c'est difficile. On rajoute du poids supplémentaire toujours à ceux qui sont derrière, les classes populaires, les classes moyennes. Pour elles, pas de cadeau. Pas de cadeau. La CSG, les aides au logement, pas de cadeau. Taxe d'habitation. Oui, taxe d'habitation, mais attention à ce que ce ne soit pas transformé en un autre impôt, ou est-ce que ça n'augmente pas la taxe foncière. C'est pas clair là-dessus. On a eu quand même des contradictions dans la parole gouvernementale qui ne nous amènent pas à être très rassurés. Voilà, c'est ça la politique qui est menée. Moi, je pense qu'on peut faire tout à fait différemment, mais ça suppose de ne pas être dans ce cadre européen. Au bout du compte, se pose toujours la question qui doit payer. Est-ce que c'est les travailleurs? Est-ce qu'il faut faire payer donc, par de point de vue social? Est-ce que c'est tous les citoyens qui doivent payer avec la CSG? Ou quelle est la solution aussi pour racheter, par exemple, les 47 milliards de dettes de la SNCF? C'est-à-dire que, vous savez, moi, sur la doctrine fiscale, moi, je n'ai aucun ressentiment, aucune haine pour personne. Je n'aime pas qu'on désigne les riches ou je ne sais quoi, qu'on puisse voir objectivement, analyser objectivement que c'est une politique à destination des plus privilégiés, c'est juste un fait. Voilà, je pense que s'il y a des gens qui s'enrichissent, tant mieux pour eux, et ça peut être un bien aussi pour la société, qui crée une boîte qui fonctionne bien, très bien, et qu'ils en aient un juste retour, c'est normal. Mais en même temps, quand on a les moyens, quand on est privilégié, soit de naissance, soit de réussite personnelle, on n'est pas individualiste, on est dans une société, une solidarité, donc on doit contribuer, et on doit contribuer plus que celui qui a moins, ou qui a eu moins de chance au départ dans la vie. Voilà, ce sont des principes assez simples qu'il faudrait répéter. Mais c'est vrai que quand on dit les riches n'ont pas besoin de président, on crée un malaise là-dessus. Et concrètement, ça veut dire on les enlève de la collectivité nationale. Laurent Boissieu. Qu'on augmente le nombre de tranches de l'impôt sur le revenu, qu'on en manque les taux supérieurs de l'impôt sur le revenu? Moi, je souhaite que l'impôt sur le revenu soit le plus progressif possible. Donc, ce qui suppose qu'il y a un peu plus de tranches, effectivement. Et que la tranche supérieure soit plus élevée qu'actuellement? On peut penser qu'on l'augmente un petit peu, oui. Vous voyez qu'on la baisse, au lieu d'avoir une courbe qui accable les classes moyennes, plutôt une courbe qui allégerait, qui assouplirait l'impôt sur les classes moyennes, qui l'augmenterait un petit peu pour ceux qui ont plus de moyens, parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de facilité depuis des années, et qu'on ne me dise pas qu'en France, c'est un enfer d'être riche ou très riche. C'est faux, on est un des pays du monde où il y a le plus de millionnaires, où ça augmente le plus vite. Donc c'est pas totalement vrai, ce discours aussi. Non, c'est plus difficile en France d'être pauvre que d'être riche, quand même. Une question de Romain Mesneau, RCF. Le plan Borloo sur les banlieues a été accueilli plutôt froidement, à droite comme à gauche, même dans la majorité. Est-ce qu'il y a des éléments quand même à sauver dans ce plan? Honnêtement, je n'en ai pas vu beaucoup. Quelques bonnes intentions. L'ENA des banlieues, par exemple, ou la relance de l'ANRU. Oui, mais je pense que la philosophie de base n'est pas la bonne. Nous, on a dit qu'il faut un plan territoire oublié, en général. Il faut arrêter de segmenter comme ça. En disant déjà c'est pas bien parce que ça crée du ressentiment, parce qu'après nos compatriotes qui habitent en zone rurale se disent attendez, nous on n'a plus rien non plus, on n'a plus de services publics, il y a aussi beaucoup de pauvreté et on pense jamais à nous, et il y en a toujours depuis 40 ans pour les banlieues, alors que dans les banlieues il y a aussi des gens en très grande difficulté qui méritent d'être aidés et qui font pas partie du caïda ou de la délinquance quotidienne qui frappe souvent ces quartiers en même temps. Donc voilà, sortons de cette logique d'affrontement entre les territoires, de concurrence entre les territoires. Et toute la France mérite que dans ces territoires oubliés, il y ait un plan massif de retour du service public, de sécurisation réelle, où c'est nécessaire, parce que sans sécurité minimum,
Enfin, sans sécurité tout court, il n'y a pas de sécurité minimum. Sans sécurité, il n'y a pas de vie agréable et paisible, ce qui est la moindre des choses. Et en même temps, il n'y a pas d'investissement économique. Vous imaginez pas un seul instant une PME pour émettre toutes les exonérations fiscales du monde. Vous n'aurez pas un commerce ou une entreprise qui va venir s'installer dans une zone où elle risque de se faire casser la vitrine ou d'avoir un problème d'incendie de voiture parce que c'est une zone criminogène. Donc la première des choses à rétablir dans ces quartiers, c'est la sécurité, c'est de lutter contre le communautarisme, contre le phénomène de ghettoisation, et ensuite, comme dans tous les territoires nationaux, sans exception qui sont oubliés, d'y remettre une présence de l'État, une présence du service public qui fera venir les investissements privés. Voilà, moi c'est ma conception. Une question de Louis Dauphren. Vous attaquez l'affaiblissement de l'État, mais l'affaiblissement de l'État n'est pas nécessairement lié à la présence de l'Union européenne. Vous pouvez très bien avoir des causes endogènes liées. Je ne sais pas, la situation même, les choix qui ont été faits, ceux de la SNCF, auraient pu être tout à fait différents dans un cadre extra-européen ou européen. Il y a une marge de manœuvre quand même nationale qui est forte. Alors pour le coup, sur les services publics, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre. C'est-à-dire que les directives sont quand même nombreuses et précises. Ça a commencé en 1991, je disais jusqu'au dernier paquet ferroviaire, c'est 2016. Il y a eu 25 ans là, de textes très précis où on vous dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut séparer. Pour ça, on parlait de la dette tout à l'heure de la SNCF. La dette, elle a explosé au moment où on a commencé à faire n'importe quoi avec la SNCF. On l'a d'abord séparé entre SNCF et RFF, ensuite on a remis ensemble, puis on a séparé en 3 entités. Et en réalité, on a commencé à faire payer à la SNCF des péages qu'elle ne payait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on la prépare à être traitée à équivalent avec ses futurs concurrents, qui devront eux aussi payer des péages pour utiliser les infrastructures. Donc on a commencé à faire exploser la dette de la SNCF en préparant l'ouverture à la concurrence. Donc dans le cadre européen, non, il n'y a pas beaucoup de chemins possibles, il n'y en a qu'un seul. Et le problème, c'est qu'il ne va pas dans la bonne direction. Mais l'important, c'est d'exonérer en fait, des élites françaises de leur responsabilité managériale. Ah non, alors moi je n'exonère pas du tout. C'est facile de dire effectivement, c'est à cause de l'Europe et du paquet européen, etc. Oui, non, mais pour reprendre la question, on s'y soumet de bonne grâce. Prenons un autre exemple, l'hôpital. La facturation à l'acte, enfin toute aujourd'hui la grande crise de l'hôpital, c'est pas l'Europe. C'est bien des choix qui ont été faits par l'État. Non, bien sûr qu'il y a des marges nationales. On nous laisse la possibilité si vous voulez, vous êtes en cellule, mais vous êtes en cellule, mais on vous laisse la possibilité de peindre, de choisir la couleur des murs. On vous laisse la possibilité de mettre quelques objets personnels pour personnaliser la chambre, enfin la cellule. Ça, on en est à peu près là. Enfin, je veux dire, les marges de manœuvre sont quand même minimes. Alors ça dépend des politiques. Elles sont un peu plus importantes sur l'éducation nationale où c'est moins communautarisé. Voilà. Mais en matière d'hôpital public, comme tous les services publics, ce qui frappe, c'est l'austérité. Fondamentalement, ce qui frappe, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des morts. Il y a des morts en France. Aujourd'hui, dans l'hôpital public, parce qu'on ne prend pas en charge à temps des gens qui font des accidents cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, etc., et qui devraient être pris en charge beaucoup plus rapidement, et qui ne le sont plus parce que l'hôpital du coin a fermé ou parce qu'il y a une désorganisation, et ce n'est pas de la faute des personnels soignants, c'est une désorganisation du système qui fait que ça ne fonctionne plus. Une question de Laurent Boissieu. Au-delà des élections européennes, vous ambitionnez d'être au pouvoir en France. Pour cela, il faut des alliés pour atteindre 50%, sauf si vous pensez atteindre 50% seul, mais je ne pense pas que ce soit une vision que vous ayez en tête. Et en vous écoutant, on a un peu l'impression que sur les questions régaliennes, vos alliés seraient plutôt à droite, et sur les questions économiques et donc sociales, seraient plutôt à gauche. Est-ce que ça vous aussi a une impasse ? Parce que vous raisonnez, moi j'ai dit, on veut prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Donc vous n'avez pas forcément tort sur l'analyse. Dans le meilleur de la droite, pour moi, il y a normalement l'ordre. Oui, l'ordre républicain. Ils sont organisés. Je dis normalement parce que la droite au pouvoir l'a pas forcément fait. Et le meilleur de la gauche, normalement aussi, c'est la lutte pour la justice sociale. Bon, ce qu'elle n'a pas fait forcément non plus au pouvoir. Mais pourquoi vous raisonnez en termes d'alliés ? Moi, je pense que ce discours parle d'abord aux Français. Il faut réunir des Français. Avant de réunir... Vous tout seul à une présidentielle, vous pensez pour atteindre 50% de une présidentielle, alors, on n'est pas du tout à la présidentielle, mais une présidentielle, c'est quand même un combat assez solitaire. Enfin, vous élisez une personne, pour le coup. Après, une élection européenne, ce n'est pas une élection majoritaire à 2 tours. C'est une élection à 1 tour, proportionnelle. Vous faites plus de 5% des voix au niveau national, vous avez automatiquement des élus au Parlement européen. Mais moi, j'ai répondu tout à l'heure à votre collègue, je suis très ouvert, moi, aux discussions, aux alliances. J'ai même pris l'initiative de ça. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas opérant dans le cadre des élections européennes, je pense. On peut imaginer des listes avec l'ouverture à quelques personnes qui viennent
d'autres horizons que les patriotes simplement, mais pas plus que ça, puisque c'est une élection à un tour de toute façon. Trump va sans doute taxer l'acier européen. Il a raison, dans votre logique aussi, de rétablir des frontières et des droits. Du point de vue américain, il a raison. Enfin, Obama l'avait fait aussi. C'est du point de vue américain, il a raison. C'est nous qui sommes très naïfs. Voilà, c'est tout. Et il faut sortir de cette vision. On est un peu les seuls maintenant au monde à dire il faut du libre-échange partout, tout le temps. Sauf que quand vous finissez par être les seuls à dire ça, vous vous tirez une balle dans le pied. Et vous s'arrêtez si tout le monde taxe l'acier, l'autre ensuite en rétorsion autre chose, etc. C'est un peu un engrenage qui s'arrête où finalement? Moi, je ne crois pas que ce soit un engrenage. Je pense que ce serait simplement rétablir une justice de l'échange. Voilà. Où y a une concurrence déloyale. Sur un produit précis, on taxe parce qu'on estime que les pays en face ne respectent pas les normes sociales, les normes environnementales nécessaires. D'autres sujets ne nécessitent pas de taxes parce que la concurrence est parfaite, on est dans des pays équivalents, des secteurs équivalents, ou parce qu'on ne produit pas cette chose-ci sur le territoire national, on ne taxe pas. Il faut être très pragmatique. Vous parlez de francophonie tout à l'heure, taxer aussi des pays qui ont des normes sociales et environnementales moins élevées, c'est aussi taxer des produits qui viennent de ces pays en développement qui ont besoin qu'on leur achète, peut-être à des coûts moindres que si c'était produit en France. Sur certains des produits dont vous parlez, qui peuvent venir d'Afrique par exemple, de toute façon on ne les produit pas en France. Sur d'autres, oui, moi j'étais à La Réunion et à Mayotte récemment dans le cadre d'un voyage parlementaire. On a visité une exploitation, on va dire, un site de production de vanille de La Réunion, fameuse vanille Bourbon. Il se trouve qu'ils ont un problème, eux, de concurrence déloyale avec la vanille de Madagascar. Alors qu'est-ce qu'on doit faire comme responsable français? On doit plutôt avantager la vanille française de l'île de La Réunion ou la vanille de Madagascar? On doit privilégier la vanille de l'île de La Réunion. Donc là-bas, c'est plus facile parce qu'il y a l'octroi de mer qui est une forme de taxe. Donc l'octroi de mer a été augmenté sur la vanille et ils s'en réjouissaient. Voilà. Une dernière question dans cette deuxième partie de Face aux Chrétiens de Romain Masneau, RCF. Oui, pour finir peut-être sur le Frexit, mais quand vous voyez toutes les difficultés qu'a Theresa May, politiques, économiques, commerciales, est-ce que vous vous tirez des leçons en vous disant, nous, si on sort de l'Union européenne, on ferait les choses un peu différemment? Mais D'abord, c'est du boulot. Ça, c'est incontestable. Ça ne se fera pas comme ça. Parce que c'est une construction qui a quelques dizaines d'années, qu'il y a des textes... on ne va pas tout révolutionner. Il y a des textes, on laissera le texte dans le droit national, on laissera le droit national en l'état, c'est-à-dire qu'il a été européanisé. Tant pis. Voilà. Donc il y aura du travail pour les politiques, pour les hauts fonctionnaires. Très bien, ça fera travailler tout le monde. Mais c'est un peu leur rôle. Après, je ne suis pas d'accord avec le discours un peu facile en France de l'apocalypse. Non. Moi, je n'ai pas vu du tout d'effondrement du Royaume-Uni. J'ai parlé de grosses difficultés. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut rester... Mais où les grosses difficultés? Est-ce qu'il faudrait rester dans l'union douanière, par exemple? On nous a dit la croissance en zone euro est bien meilleure et tout. Et puis on vient de publier des chiffres qui sont quand même très mauvais. Sur le premier trimestre, finalement, la zone euro n'a fait que 0,4 et la France 0,3. Et on sent que ça commence déjà à se retourner. Donc le Royaume-Uni, finalement, est dans cette moyenne. Et son chômage est à 4%. Ses exportations se portent mieux. Et même, je vais vous dire, notre meilleur excédent commercial, c'est avec le Royaume-Uni. Mais il est en train de se réduire. Parce que la livre sterling s'est remise à un niveau plus acceptable pour le commerce britannique. Et puis ils vont économiser 10 milliards par an. Vous avez vu, le budget européen, la Commission a révélé un document complètement dingue, où le budget européen va augmenter et la part de la France va exploser. C'est une des conséquences du Brexit, c'est qu'il va falloir payer le surplus britannique. Bon. Et puis au-delà de ça, tout simplement, fondamentalement, si on est démocrate, on souhaite que son pays puisse maîtriser ses politiques. Et ça aussi, ça n'a pas de prix. La France est un pays qui n'est plus une démocratie. Sauf si on considère que la démocratie se joue aussi à l'échelle européenne. Elle ne peut pas jouer au niveau européen. Le Parlement européen, c'est un organe d'essence fédérale. C'est un faux Parlement, il joue au Parlement. C'est le Conseil des ministres surtout. Celui qui est vraiment décisionnaire, c'est le Conseil des ministres. Oui, mais il ne peut pas y avoir de démocratie en Europe parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Donc, on donnera la souveraineté. Macron parle tout le temps de souveraineté européenne, ce qui est très vicieux. C'est comme ça, les souverainistes un peu distraits, ils entendent souveraineté, ça leur plaît. Et en fait, il met l'inverse derrière. C'est-à-dire c'est contre la souveraineté nationale. Mais elle appartiendra à qui, cette souveraineté européenne, s'il n'y a pas de peuple? Elle appartiendra bien à quelqu'un, mais elle appartiendra à des gens qui ne sont pas élus. Très bien. Nous marquons une seconde pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et restez avec nous dans un court instant. Nous nous retrouvons avec Florian Philippot, député européen et président des Patriotes.
Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Florian Philippot, député européen et président des Patriotes. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Romain Masneau pour RCF et par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Et dans cette dernière partie, une première question de Romain Masneau, RCF. Après le discours d'Emmanuel Macron devant la communauté juive, après celui devant les protestants, devant les catholiques, est-ce que vous trouvez qu'il manque encore un grand discours d'Emmanuel Macron sur sa conception de la laïcité et qu'est-ce que vous aimeriez entendre de la part du président? Il a de toute façon des discours assez variables selon les personnes à qui il parle. Donc c'est compliqué de savoir ce qu'il pense vraiment. Donc regardons ce qu'il fait. On lui demande simplement d'appliquer la laïcité républicaine, qui n'a jamais été l'ennemi des religions, contrairement à ce que j'entends ici et là. Pas du tout. Dans la laïcité, il y a une dimension très importante, fondamentale, sinon ça n'est plus la laïcité, d'exercice du culte religieux, mais simplement la laïcité prescrit certaines règles, notamment sur le financement des lieux de culte, puisqu'aujourd'hui c'est un des principaux problèmes, c'est le financement des mosquées. On va parler clairement. Ils sont l'essentiel des lieux de culte qui sont construits aujourd'hui en France, des nouvelles mosquées, qui ne doivent venir ni de l'étranger, ni du financement public. Voilà. Donc, on lui demande de faire appliquer des règles simples. Mais si on dit pas que ça vient, toujours si partir dans des concepts nouveaux selon l'auditoire auquel il parle, parce que ça ne sert à rien. Et donc si on dit que ça vient ni de l'étranger, ni de l'État, l'argent des fidèles, ça suffit pour... L'argent des fidèles doit suffire. Il y a le projet de créer une fondation qui permettrait de récolter des fonds en toute transparence pour financer les mosquées. C'est une bonne idée? Mais si ce sont des fidèles eux-mêmes qui s'organisent de manière privée pour le faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il ne doit pas y avoir, puisque je rappelle que la République française, l'État ne reconnaît, normalement, ne reconnaît ni ne subventionne, ne salarie, enfin en tout cas ne reconnaît même pas les cultes. Donc ça doit rester une initiative de fidèles, tout à fait. Purement privée. Purement privée. Une question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il y a l'idée que la loi 1905 soit amenée un jour à bouger pour pouvoir intégrer l'islam dans un processus justement plus institutionnel? Mais non, moi je ne souhaite pas la révision de la loi 1905. Vous savez, le problème c'est que ça veut un peu rien dire d'amener l'islam dans... On parle de quoi? Parce qu'il n'y a pas un islam. Déjà, il y a l'islam chiite et sunnite. Bon, c'est surtout sunnite en France, et dans le monde d'ailleurs, mais en France, a fortiori. Mais l'islam sunnite n'a pas de clergé. N'importe qui peut se dire demain, s'il est reconnu par ses pairs, enfin par ses fidèles, imam. Vous voyez, on n'est pas dans le fonctionnement très hiérarchique de l'Église catholique. Donc ça voudrait un peu rien dire de dire on va intégrer l'islam. Ça voudrait dire on fait du clientélisme, pour parler clair. Et je ne souhaite pas qu'on procède comme ça. Moi, je ne reconnais pas de communauté, je ne reconnais que des citoyens français. Après, il y a un problème particulier qui s'appelle le fondamentalisme islamiste. Il ne faut pas être naïf sur ce sujet-là. Il faut le combattre. C'est un ennemi de la France, puisqu'il tue des Français. Et qu'il met des règles dans certains quartiers qui sont absolument incompatibles avec à la fois les valeurs de la République, les valeurs traditionnelles de la France, tout simplement, l'égalité homme-femme. Bon. Et ça aussi, ça, il faut le combattre. Mais on n'est pas là dans un enjeu simplement de laïcité, on est dans un enjeu d'ordre public. Laurent de Boissieu pour La Croix. Vous avez dit tout à l'heure qu'un parti doit trancher, avoir un projet de société. Il y a un grand débat qui va s'ouvrir sur la question de bioéthique. Alors, est-ce que les patriotes seront pour ou contre l'ouverture de la PMA au-delà des cas d'infertilité médicale? Il faut... ce que je vous ai dit n'exclut pas l'idée qu'on puisse faire des référendums. Et je vais même vous dire, puisqu'on l'a écrit en toute lettre dans notre charte, sur ces sujets sociétaux, on souhaite même la création d'un référendum d'initiative populaire inscrit dans la Constitution pour permettre aux gens de se saisir eux-mêmes d'un sujet. Et typiquement, on pense que sur les sujets de société, ça n'est pas au gouvernement d'ouvrir en permanence des sujets, parce qu'on sait qu'ils divisent et on sait qu'ils peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Il faut laisser la société se saisir ou pas, si elle le souhaite, par la voie du référendum d'initiative populaire de ces sujets-là. Moi, je suis contre la GPA. Si je devance peut-être une question, j'en sais rien, mais je suis contre la GPA. Sur la PMA, personnellement, je réfléchis. Je vois des gens qui sont d'avis, soit très favorables, soit très opposés ou plus modérés.
je ne me suis pas fait mon opinion personnellement. Sur ces questions, justement, un des projets du gouvernement, c'est de réformer le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et justement d'en faire une espèce de chambre du futur pour traiter tous ces sujets de société et donner un peu plus la parole aux citoyens. C'est une bonne idée? Non, mais donnons la parole aux citoyens en lui permettant de faire son référendum lui-même. Le CESE, non, il faut supprimer tout ça. Je les connais par cœur. Moi, je connais les Césaires aussi. Rappelez-nous, qu'est-ce que vous voulez supprimer, vous, le CESE, les Césaires, c'est-à-dire les conseils économiques, sociaux, environnementaux, dans les régionaux. Le R, c'est région. Il y en a un par région. Ça coûte une fortune, ça ne sert à rien. Mais je les vois, moi je suis élu régional au Grand Est. Enfin, je respecte les gens qui en font partie, j'ai rien contre eux, mais l'institution coûte très cher. Ils sont payés, ils sont rémunérés, il faut louer des salles géantes parce qu'en plus, avec la fusion des régions, ils sont plus nombreux qu'avant. Donc il faut louer des amphithéâtres particuliers. Enfin, pour pondre 1 ou 2 rapports par an. Enfin, on a beaucoup d'institutions qui font déjà des rapports. On a des inspections générales, on a les assemblées. Donc, arrêtons avec cela. Il faut faire un peu quand même le ménage en France dans toutes ces institutions qui coûtent cher, qui servent parfois à recaser des copains et qui n'ont pas une utilité extraordinaire. C'est moins qu'on puisse dire. Y compris le Sénat, je crois que vous souhaitez... Oui, moi je pense une assemblée bien élue, à la proportionnelle, intégrale, avec prime majoritaire, qui s'appellerait l'Assemblée nationale, où on remettrait donc le vrai débat démocratique, parce que tout le monde serait représenté, qui serait vraiment souveraine, en tout cas qui aurait la souveraineté législative, parce qu'elle ne serait pas simplement une chambre de transposition de directives européennes, suffit largement. Voilà. Romain Masneau, RCF. Justement, sur les institutions, la réforme est en cours. Il y a des résistances au Sénat, notamment. Est-ce que la limitation du cumul des mandats dans le temps et la réduction du nombre de parlementaires, c'est de nature à régénérer la démocratie? Alors, la limitation du nombre de parlementaires, oui, et du nombre d'élus rémunérés en général, puisque nous souhaitons également la suppression des conseils régionaux et des intercommunalités. Surtout depuis la fusion des régions. Voilà, donc si vous voulez, ça va dans le bon sens. On a beaucoup d'élus rémunérés en France, sûrement trop. Et sur la limitation dans le temps, alors je vais dire quelque chose qui n'est pas très populaire, parce que j'ai vu que la grande majorité des Français étaient pour. Moi, j'y suis pas favorable. Parce qu'il ne faut pas prendre le risque d'abord, si les gens veulent mettre fin à un mandat, une succession de mandats, ils le font par le vote. Ils ont parfaitement la possibilité de le faire. Et ensuite, imaginons qu'on aille dans le sens inverse, parce que ça, c'est faisable. Par contre, le sens inverse, si on a quelqu'un de formidable qu'on veut réélire une 4e fois, on ne pourrait pas. Et là, le peuple n'y pourrait rien, puisque ce serait interdit par la loi. Je pense que, vous voyez, peut-être ce sont de rares cas, trop rares cas, mais pour ces exceptions, il faut éviter cette règle. Et la dose de proportionnelle à 15%? C'est trop faible, c'est mieux que rien. Mais et le gaulliste que vous êtes devrait être pour le scrutin majoritaire à 2 tours, pour permettre de faire émerger des majorités claires, fortes, non? Alors déjà, il y a des propos du général de Gaulle qui sont beaucoup plus nuancés qu'on ne le dit sur la proportionnelle. Simplement, le gaulliste que vous avez en face de vous réfléchit aussi par lui-même et pense qu'on a une situation de blocage. On n'est plus en 1958 ou 62. On a vu les limites de ce mode de scrutin. Il y avait beaucoup trop de Français qui étaient exclus du jeu. Et ça crée aussi un malaise et ça crée de l'abstention. Donc il faut mettre de la proportionnelle. Je suis pour la proportionnelle intégrale. Une barre, peut-être à 3% pour pouvoir être représenté. Et une prime majoritaire. Donc le gaulliste que je suis vous dit qu'il faut mettre une prime majoritaire pour dégager une majorité. Je ne suis pas favorable à la proportionnelle intégrale, point barre. Là, ce serait un peu dangereux parce qu'on risquerait de se retrouver sans gouvernement pendant des mois et des mois. D'ailleurs, ce ne serait pas forcément pour déplaire à tout le monde de ne pas avoir de gouvernement en France, mais ceci dit, ce n'est pas formidable quand on veut conduire les affaires de la nation. Laurent de Boissieu, La Croix. On a rappelé tout à l'heure que vous avez été quelque temps au FN, au numéro 2 du FN. Il y a 2 points précis qui caractérisent le programme du FN. Donc, quelle est la position des patriotes? Le premier, c'est la préférence nationale à l'embauche et pour accéder à un logement social. Est-ce que les patriotes sont pour ou contre? Et le second, c'est la suppression du droit du sol. Est-ce que les patriotes sont pour ou contre cette suppression? Alors, sur la priorité aux préférences nationales, moi, je vais vous dire, je ne reprends pas ce principe en général parce que je pense qu'il n'a jamais été bien compris. Ou alors, il est infaisable à mettre en place. Donc je vous réponds très clairement sur l'emploi, par exemple. Il se trouve qu'on ne doit pas pouvoir embaucher des personnes en situation illégale, évidemment. Elles n'en ont même rien à faire en France, il faut les renvoyer chez elles. Après, les entreprises emploient des étrangers en situation légale. Il y a des organismes en France de contrôle. Si jamais on voit qu'une entreprise
un taux d'étrangers à 90%, complètement, manifestement aberrant, alors il faut aller voir ce qui se passe. Voilà. Il y a déjà des taxes pour l'embauche des personnes étrangères, qu'il faudrait étendre d'ailleurs à tous les étrangers, pas simplement hors ressortissants européens. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut faire du cas par cas et non pas un principe général qui me paraît complètement infaisable ou difficile à mettre en place. Et sur le droit du sol, c'est pas la suppression. Moi, je veux revenir, si vous voulez, un peu à la philosophie Pasqua de 93, où on avait mis en place des critères de méritocratie, d'assimilation, de casier judiciaire vierge, de maîtrise, d'assiduité scolaire ou universitaire. Voilà, je pense qu'il faut absolument mettre ça en place parce que ça se mérite de devenir français, ce qui n'est pas un principe de suppression du droit du sol. Là où je pense qu'il faut le supprimer, c'est au moins temporairement dans 2 territoires français, Mayotte et Guyane, où là on est vraiment dans une situation absolument explosive où il n'y a pas d'autre solution. Une question de Louis Dauphren. Mais est-ce que le patriotisme... J'ai oublié d'ajouter, pour être clair sur les étrangers, je pense qu'il faut, pour tous les droits qui sont ouverts par cotisation, il faut un délai de 2 ans pendant lesquels les étrangers en situation légale cotiseront comme les autres, mais n'auront pas les mêmes prestations. Ils auront les mêmes prestations au bout de 2 ans. Voilà. Pendant 2 je pense que c'est une mesure de justice. À ce pourquoi ils cotisent. Voilà. Pendant 2 ans, oui. Sur le patriotisme, vous dites la préférence nationale, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais est-ce que le patriotisme, on sait aussi ce que ça veut dire dans la mesure aujourd'hui, je ne sais pas, tout ce qui est autour de nous est fabriqué en Chine, par exemple, enfin certainement. Les salaires sont bas parce que justement, comme c'est fabriqué en Chine, on n'a pas besoin d'augmenter les salaires ici. Ça suppose de absolument tout repenser. Vous allez dire en fait, voilà, on fabrique plus en Chine. Bon, d'abord le patriotisme, c'était une question de Louis Dauphren. Le patriotisme, c'est pas que l'économie. Ça ne commence même pas par l'économie. Je pense que ça commence par l'amour du pays. Oui, je prends l'exemple du patriotisme économique, économique, de son histoire. Je suis bien d'accord. C'est ça, le patriotisme, c'est charnel. C'est vraiment sentir la France, c'est l'aimer. C'est d'abord ça, je pense, le sentiment patriotique. C'est vibrer à la Marseillaise quand on voit le drapeau national. Et ça, je pense que c'est majoritaire dans la population française. Alors, économiquement... c'est regrettable, vous avez raison, il y a beaucoup de produits qui viennent de Chine notamment, ou d'ailleurs, c'est regrettable, mais je ne me résigne pas à ce qu'il n'y ait plus d'industrie française. Y compris d'ailleurs, pas que dans les secteurs à basse valeur ajoutée, dans des secteurs très modernes, on n'a pas pris le train de l'intelligence artificielle, du numérique, ce qui est une folie. C'est une folie parce que les emplois de demain, ils seront là. Et la France a les capacités de formation d'ingénieurs, d'ouvriers d'absolument très bonne qualité pour le faire. Simplement, on ne peut pas se protéger, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de donner un petit coup de pouce à nos PME par rapport à nos grandes entreprises. Et on n'a pas le droit de donner un petit coup de pouce aux entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères. Ça pose un certain nombre de problèmes. Voilà. Et puis on manque d'État visionnaire. Les Allemands n'ont pas ces problèmes-là. Moi, je ne suis pas pour le plan. Le plan, on peut l'appeler autrement, mais je pense que c'est bien de retrouver, vous disiez que j'étais colbertiste, c'est vrai, je pense que c'est bien de retrouver un petit peu de vision de long terme, de moyen long terme dans l'action de l'État. Vous savez, l'État japonais, il est visionnaire. Il regarde ce qui se passe dans le monde et il va chercher et il essaie de développer parfois à 20 ans des technologies qui auront leur capacité maximum dans 20 ans. Et ça, l'État français ne le fait pas. Pourquoi ont-ils un excédent commercial très important, les Allemands, alors qu'ils sont dans l'Union européenne, que leur industrie se porte bien, etc. D'abord parce qu'ils sont allemands et qu'ils ont toujours été bons là-dedans. Mais ils sont bien dans l'Union européenne. Déjà, à la fin du 19e siècle, ils nous sont passés devant en termes industriels. Donc, premièrement, je veux dire, les peuples sont les peuples. Après, on les change. On a d'autres qualités aussi. Mais on a été une grande puissance industrielle, donc on ne doit pas renoncer. Mais on n'a jamais été totalement au niveau de l'Allemagne non plus. Ensuite, parce qu'ils bénéficient, eux, de l'euro. Voilà, eux, ils ont une monnaie qui est sous-évaluée. Donc, eux, à chaque fois qu'ils utilisent l'euro, c'est un avantage compétitif. Nous, à chaque fois qu'on utilise l'euro, c'est un boulet. Et ça, c'est le FMI qui le dit. Sous-évalué pour l'Allemagne, surévalué pour la France. Dans ces conditions-là, l'Allemagne devient une machine à aspirer l'industrie française, l'industrie italienne, et à la ramener en Allemagne. Ils sont malins, ils utilisent des instruments soi-disant européens dans l'intérêt national. Ils le font souvent. Souvent, les coopérations, quand on regarde bien, là, ils nous proposent une coopération sur l'avion de combat. En fait, on va se faire voler la stratégie de l'industrie, la technologie de l'avion de combat, tout simplement. Une dernière question très courte. Ce qu'ils savent très bien faire, je ne les blâme pas, ils défendent leur international, mais nous, on est très, très naïfs. Une dernière question très courte, Florian Philippot, pour terminer cette émission. Mais il y a un projet de service national universel. En quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez? Vous parliez du lien entre les jeunes générations et la nation et la patrie.
C'est une bonne chose. C'est pas conforme aux promesses de campagne. Il avait parlé M. Macron avait parlé de 3 à 6 mois. Là, on est sur 1 mois assez flou. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une dimension militaire, filles, garçons. Nous, on pensait à 2-3 mois militaires, 2-3 mois civils. Et ça a beaucoup d'avantages sur la détection de l'illettrisme, les problèmes de santé, certaines disciplines pour ceux qui n'ont pas acquis ça dans leur éducation. Voilà, la vie en collectif. Bon. Et en même temps, c'est faisable si on réinvestit dans la défense nationale, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la logistique pour les accueillir, les casernes et les hommes. Donc il faut le mener sur un quinquennat, sinon ça n'est pas jouable. Très bien, merci à notre invité Florian Philippot, président des Patriotes et député européen. Notre invité la semaine prochaine sera le philosophe Luc Ferry. Vous pouvez d'ici là nous retrouver sur les sites internet de KTO, de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bonne semaine, à très bientôt.